Bienvenue sur le webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour, bienvenue sur le webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bienvenue sur le webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bienvenue sur le webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons peut-être commencer.
Bonjour. Ceci est une série de webinars de Community of Champions. Ceci est le premier webinar politique visant à promouvoir des produits de qualité, de l'établissement de normes à la mise en œuvre effective en passant par l'éducation des consommateurs. Next slide. La logistique. Ceci est une diffusion audio. Les microphones des participants resteront assourdis pendant toute la session du webinar. Pour poser des questions pendant le webinar, veuillez utiliser la zone de discussion à votre gauche de la session. Veuillez soumettre vos questions à tout moment pendant la présentation du webinar. Pour vous assurer que le modérateur voit votre question, sélectionnez tous les participants dans la caisse dans le menu roulant lors de l'envoi de la question. L'enregistrement du webinar sera envoyé par courrier électronique à tous les participants inscrits. Nous vous encourageons à participer. The Community of Champions a été créé pour promettre un engagement promenant de haut niveau entre le gouvernement, le secteur privé et les partenaires de développement, ainsi de collaborer à la réalisation de l'accès universel à l'énergie en Afrique. Nous avons commencé à Lisbonne en mai 2018, par la suite à Kigali en novembre 2018, Addis Abeba en mars 2019 et le prochain se déroulera à Dakar en octobre 2019, suivi par Nairobi en février 2020. L'ordre du jour, je commence par l'introduction, suivi par l'introduction des normes des qualités internationaux, harmonisation des normes par Christopher Carlsen, l'introduction efficace et mise en œuvre des normes par Nicole Kearney, et perspective par pays, adoption et mise en application des normes au Kenya par Charles Diary de ICRI. Le rôle de la sensibilisation des consommateurs et des systèmes d'approvisionnement du gouvernement par Namori Doumbia, et ce sera la fin du webinaire. Les panélistes, donc Namori, je suis votre modérateur, Christopher Carlsen qui est de CLAPS, suivi par Nicole Kearney de CLAPS et Charles Diary de ICRI. Normes de qualité. Je laisserai Christopher Carlsen prendre la suite. Je prends juste quelques instants pour introduire Christopher. Christopher est un ingénieur avec plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du développement international. Dans son rôle actuel chez Lighting Global Quality Assurance, Christopher dirige les activités d'appui aux politiques pour le gouvernement national, les organismes régionaux et les partenaires de développement. Depuis qu'il a rejoint l'équipe de Lighting Global en 2009, Christopher était profondément impliqué dans tous les aspects du gouvernement, y compris la recherche sur le terrain et en laboratoire, les tests de produits, ainsi que les activités et renforcement des capacités politiques et techniques. Merci Christopher de prendre la suite. Merci Namori pour l'introduction et merci à tout le monde pour nous avoir rejoindre. Je vais mettre ma présentation. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, comme Namori a dit, moi je vais vous donner une introduction des normes de qualité.
Donc, j'imagine à ce moment, vous pensez, ah, les normes de qualité, c'est pas intéressant, c'est pas notre genre notre sujet préféré. Mais je veux juste commencer à vous donner une perspective un peu différente. Euh, euh, et pourquoi on veut discuter des normes pour des gens de politique, de l'énergie et tout ça. Donc, comme définition, une norme est quelque chose qui est établi par une autorité comme règle pour mesurer la quantité, le poids, l'ampleur, la valeur ou la qualité. Et donc, quand on voit la définition, c'est comme, ah, encore, pourquoi on parle de ça? Donc, juste quand on pense des normes dans nos vies, pourquoi elles sont importantes? Donc, imaginez-vous vos vies sans normes. Par exemple, s'il n'y avait pas de normes de tension quand vous branchez des appareils pour les charger, vous pouvez imaginer que ça va détruire tous vos appareils électroniques. Ou bien s'il n'y avait pas de normes pour la nourriture, par exemple, ça ne sera pas intéressant d'aller manger au restaurant ou aller acheter, faire des achats au marché. Ou bien sans normes de l'environnement ou de la santé, ou sans normes de la construction. Euh, Encore, vous pouvez imaginer, ça va être un monde très dangereux. Encore, imaginez s'il n'y avait pas de normes pour la transportation. Vous pouvez imaginer si le fer chemin avait une largeur de 1,5 mètre à une place, et puis 1,15 mètres à une autre place, ça va être tellement dangereux et le monde ne fonctionnera pas. Donc, finalement, je veux dire que les normes constituent une base pour la compréhension mutuelle et facilitent la communication, la mesure, le commerce et la fabrication. Donc, sans normes, notre civilisation moderne serait beaucoup plus chère et dangereuse et beaucoup plus difficile. Donc là, je veux parler plus de la normalisation. OK, on a pensé déjà comment les normes sont dans nos vies habituelles. Mais maintenant, imaginez un monde sans normes internationales harmonisées. Par exemple, s'il n'y avait pas d'heures standardisées, on ne pouvait pas avoir ce webinaire, par exemple, ou bien la communication, les voyages ne marchaient pas, le business international ne marchait pas. S'il n'y avait pas de mesures standardisées, par exemple, s'il n'y avait pas de kilomètres qu'on utilise partout, vous pouvez imaginer, ça va être tellement difficile à fonctionner. Ou bien des ampoules. Si chaque pays avait sa propre ampoule, ou bien chaque ville, je ne sais pas, ça sera impossible de trouver une ampoule qui marche dans vos maisons. On peut parler plus de la technologie. Vous pouvez imaginer si vos cartes de crédit ne marchaient pas partout dans le monde, ce sera vraiment inutile. Ou bien aujourd'hui, on utilise l'Internet pour avoir notre webinaire, pour faire beaucoup de travail. S'il n'y avait pas de standards, des normes pour l'Internet, ça ne fonctionnera pas. Donc, finalement, je veux dire que les normes internationales harmonisées sont nécessaires dans notre monde interconnecté. Donc, ici, à Lighting Global, et la plupart de notre travail, c'est pour protéger les consommateurs. On utilise les normes harmonisées pour protéger les consommateurs et les donner accès au système de bonne qualité. Internationalement, on peut dire que les normes harmonisées améliorent l'interopérabilité des systèmes,
Il nous aide à faire des règles internationales, régionales et régionaux et locaux. Ça enlève les obstacles techniques et du commerce pour les chaînes d'approvisionnement. Ça nous aide à envoyer des produits entre pays et ça stimule également l'innovation. Donc, je veux transitionner un peu à un autre sujet aujourd'hui, c'est des normes pour les systèmes solaires hors réseau. Donc, on parle des systèmes complets et on parle également des composants. Donc, des panneaux solaires, des batteries, des circuits, des contrôles de charge, des lampadaires, des lampes, des appareils comme des ventilateurs, télévision, radio, tout ça. C'est la Commission électronique internationale, CEI ou en anglais IEC, qui gère toutes ces normes qui couvrent les technologies électroniques. Donc là, les documents de la CEI établissent la terminologie, des méthodes de test, des exigences de sécurité et des spécifications techniques. Les documents sont utilisés pour normaliser des normes nationales et régionales et également pour faire une base de référence pour les appels d'offres et des contrats. Et moi, ce que je trouve génial de cet organisme est que c'est basé sur le consensus. Ça veut dire que toutes les normes de la CEI sont entièrement consensuelles. Donc, plus que 20 000 experts de l'industrie, du commerce, des gouvernements, des laboratoires, des institutions publiques et privées sont impliqués dans les décisions. Donc, chaque pays, chaque organisme, soit petit ou grand, a sa voix. Donc, c'est très intéressant que tout le monde peut participer dans le développement et la révision des normes. Donc là, ici, pour les systèmes solaires, pour des produits Pico-PV et des kits solaires domestiques, on a des méthodes de test de la CEI. Donc, comme petite introduction des produits, aujourd'hui, on parle des produits Pico-PV. Ça veut dire comme des lampes solaires avec une puissance crête moins que 10 watts. Et on a également des systèmes solaires qui ont une puissance jusqu'à 350 watts crête. Et là, comme vous pouvez voir, dans les systèmes, on a l'éclairage, le chargement de téléphone, des radios, télévision, ventilation. Finalement, ces systèmes sont capables de fournir l'énergie pour l'énergie de base pour les maisons. Donc, la norme CEI pour les produits, pour ce genre de produits, décrit en détail les méthodes de test pour mesurer et évaluer les caractéristiques et la performance du produit. C'est des tests complets au niveau du système, c'est holistique et ça évalue également chaque composant du système. Mais là, c'est très important de savoir que c'est seulement les méthodes de test. Ça ne définit pas les exigences de qualité ni de performance. Alors, pour normes de qualité pour ces produits, actuellement, c'est les normes de qualité de Lighting Global qui sont acceptées comme les normes de facto pour ce genre de produit. Alors, ces normes établissent un niveau de base de qualité, de durabilité et de publicité non mensongère. Finalement, comme j'ai dit avant, notre but primaire, c'est pour protéger les consommateurs.
Et je veux dire aussi que ces normes n'exigent pas que un certain type de technologie doit être utilisée. Par exemple, ces normes n'exigent pas que un certain type de batterie doit être utilisée ou une certaine technologie de panneaux solaires ou des lumières de LED, quelque chose comme ça. C'est complètement ouvert et ça aide l'industrie être plus imaginative et inventer des produits qui poussent la technologie à ses limites. La conformité aux normes est évaluée sur la base des résultats de tests du laboratoire, selon les méthodes de test de la CEI. Et tous ces tests sont effectués dans les laboratoires accrédités des ISO. Alors, juste pour vous donner une petite sommaire des normes de qualité de Lighting Global. Premièrement, on veut confirmer que l'information destinée au consommateur est non mensongère et que le consommateur a toute l'information qu'il a besoin d'être informé et de savoir que ils ont acheté un bon système. Également, on exige que chaque produit a une garantie. Pour des produits Pico PV avec une puissance moins de 10 watts, la garantie doit être au moins 1 an. Et pour les systèmes plus grands, la garantie doit être au moins 2 ans. On exige que il y a un niveau de base de santé, sécurité et durabilité. Donc, les produits à la main doivent être capables d'endurer des chutes par terre. Si il y a un peu de pluie, ça doit être protégé. Ou bien s'il y a des trous dans le boîtier, ça doit être protégé comme par exemple les doigts d'enfant. Ça doit rester sécuritaire. On a des exigences pour la batterie, pour assurer que ça peut durer longtemps. La qualité de fabrication aussi. La conservation du flux lumineux, ça veut dire que quand on achète la lampe, le niveau d'éclairage doit rester constant. Ça veut dire que, par exemple, j'imagine que vous avez l'expérience, vous avez acheté une torche à main de mauvaise qualité du marché, le bon marché, et puis quelques jours, quelques semaines plus tard, le niveau d'éclairage est tellement faible, c'est presque inutile. Donc là, on veut être sûr que le niveau d'illumination va être constant pendant la durée de vie du produit. Et finalement, les systèmes de prépaiement sont rendus très communs dans des marchés. Donc, il y a quelques ans, on a ajouté des exigences par rapport à ces systèmes pay-go, comme on dit en anglais, pour assurer que les consommateurs sont protégés en termes des paiements, en termes des mètres et tout ça. Donc, c'est très important de savoir que on va transférer les normes de Lighting Global à la CEI d'ici début 2020. On est déjà dans le processus d'adoption et la CEI est en train de finaliser les normes et c'est prévu que ça va être publié vers la fin de l'année ou début 2020. Alors, c'est très important de savoir ce détail parce que avec les normes de qualité et les méthodes de test, toutes avec le CEI, le processus d'adoption des normes sera beaucoup simplifié. On croit que
les parties prenantes seront beaucoup plus à l'aise avec toute l'assurance qualité avec la CEI. Et c'est sûr que les organismes de normalisation connaissent beaucoup mieux l'adoption des normes CEI. Également, les pays avec les normes nationales existantes seront capables d'adopter les normes pour les PICO-PV et les systèmes plus grands. Les organismes régionaux également seront capables d'adopter des normes. Et c'est prévu que les organisations de développement des programmes d'accès à l'énergie, eux aussi, ils seront harmonisés avec ces normes. Donc, au niveau mondial, actuellement, il y a plusieurs gouvernements et des groupes régionaux comme le CDAO qui poursuivent l'adoption et l'implémentation des normes alignées avec la CEI et Lighting Global. Donc là, à gauche, vous pouvez voir les pays qui, soit ils ont adopté les normes de qualité ou ils sont en train d'adopter les normes. Et là, avec l'adoption des normes de qualité de la CEI, c'est prévu que plusieurs pays africains allons adopter les normes de qualité. Dans le cas de ces normes, des produits PICO-PV, des kits SHS, c'est prévu que l'harmonisation va aider beaucoup de monde à améliorer leur marché. Et donc, il y a beaucoup d'avantages. Et la plupart, comme j'ai dit, notre focus, c'est sur le consommateur. Donc, je ne touche pas sur chaque point ici, mais c'est juste pour vous donner une sommaire des avantages. Les consommateurs et les marchés seront protégés et améliorés. Également, pour les agences de normes, les douanes et les programmes de la conformité, avec des normes harmonisées, c'est beaucoup plus facile à faire leur travail et pour faire des lois et des règles qui sont harmonisées avec les autres pays, avec les autres régions et tout. Et finalement, il y a plein d'autres parties prenantes qui vont recevoir des bénéfices à cause des normes harmonisées. On parle des grossistes, des agences de développement, des fabricants, des institutions financières. Donc finalement, en sommaire, si les pays qui ont des marchés, des marchés forts dans ce domaine, si ils adoptent des normes harmonisées avec la CEI, ça va vous aider à obtenir vos objectifs plus facilement et plus vite. Donc finalement, je veux dire qu'on a beaucoup de ressources. Premièrement, vous pouvez nous contacter ici à Lighting Global Quality Assurance. Voilà mon adresse courriel et puis l'adresse email générale. Donc, on peut donner de l'assistance technique et politique à distance. On engage directement avec les secteurs publics et privés. Et on fait également des activités de renforcement des capacités. Je vous encourage aussi de visiter notre site web. Là, vous pouvez trouver nos normes de qualité. Les normes sont également disponibles en français. On a une grosse base de données des produits qui répondent aux normes. Donc, vous pouvez aller voir tous les produits qui conforment aux normes. Vous pouvez voir des images, des spécifications. Vous pouvez télécharger des documents pour chaque produit. Et aussi, on a beaucoup de documents disponibles, des notes techniques, des conseils politiques, des études de cas et
beaucoup plus. Donc, s'il vous plaît, utilisez les ressources qui sont disponibles. Et là, je crois qu'on a quelques minutes pour les questions. Je vois une question. C'est au départ, la publication de la norme de qualité est attendue en octobre 2019. Ça, je vois tout, je vois pas tout. Ça n'est plus le cas. En fait, pour répondre à cette question-là, oui, au début, c'était prévu que la norme de qualité était adoptée par la CEI vers la fin de l'année, mais le processus, c'est pas dans nos mains. Comme j'ai expliqué au début de ma présentation, le processus de la CEI, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués. Donc, par exemple, s'il y a des experts qui ne sont pas d'accord avec quelque chose dans les normes qu'on a proposées, ça peut faire un petit délai parce que tout le monde doit discuter la chose qu'ils ont identifiée. Et là, des fois, ça prend du temps pour passer à travers tout ce processus. Donc là, à ce moment, on a déjà répondu à toutes les questions qui étaient posées par les experts, des gens de la CEI. Et alors, c'est prévu que ça va passer à la prochaine étape. Et il y a une forte chance que ça va être publié soit à la fin d'année ou vers le début 2020. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez l'envoyer par la boîte de chat. Alors avec ça, merci beaucoup et je passe la parole à Namori. Merci, Chris. Cette présentation a vraiment été appréciée et j'encourage les participants à ne pas hésiter à poser des questions. Nous sommes là pour ça. Tout comme Chris, nous avons la chance et l'opportunité d'avoir Nicole Kearney. Nicole est spécialisée dans la mise en œuvre des politiques et efficacité énergétique pour les produits sur et hors réseau. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'élaboration de ces politiques, durant laquelle elle a conseillé et formé des décideurs politiques sur la matière de normes, d'étiquetage et de conformité. Dans l'équipe politique analyse de CLAPS, elle conçoit, développe et mise en œuvre des activités, programmes mondiaux, régionales et nationales qui aident à améliorer la performance énergétique et la qualité des différents produits. Avant de joindre CLAPS en 2012, Nicole a travaillé sur les politiques de l'efficacité énergétique des produits pour le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, d'IFRA, où elle a négocié les réglementations de normes et étiquettes avec la Commission européenne et d'autres parties prenantes. Également, elle a mis en œuvre le cadre de la conformité du Royaume-Uni et a soutenu le développement du réseau régional pour les activités de conformité. Nicole a étudié le droit à l'université et est titulaire d'une maîtrise en droit européen et l'environnement. Je tends la parole à Nicole et je la remercie en avance. Merci Namori.
Et merci à Chris aussi pour cette introduction aux normes de qualité. Maintenant, je vais parler sur la mise en œuvre des normes, particulièrement les considérations pour garantir le succès et l'impact des normes. Donc, suivant, merci. Donc, tout d'abord, il est important de reconnaître que lorsque nous parlons de produits solaires hors réseau, il reste beaucoup plus à faire que simplement définir et adopter les normes. Un procès holistique est nécessaire pour adopter et mettre en œuvre ces normes. Et il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Donc, tout d'abord, il est important d'établir des objectifs pour les normes. Et en faisant ça, il faut engager toutes les agences gouvernementales concernées à accepter les objectifs et qui ensemble vont formuler une vision commune pour l'avenir des normes. Une fois qu'on a ces objectifs, il faut préparer un plan pour l'adoption et la mise en œuvre des normes. Pour que quand l'adoption, quand on est prêt pour l'adoption, on a tout préparé, on sait ce qui va se passer. Après, il faut adopter les normes, les méthodes de test et les normes de qualité, mais en même temps, il faut assurer qu'on a assez de capacité de test des produits et il faut aussi assurer qu'il y a un cadre de conformité prêt pour assurer que les normes, que les produits qui viennent sur le marché conforment aux normes. En même temps, il est important de maintenir des communications, d'engager et communiquer avec les parties prenantes du secteur privé et de la société civile, parce qu'ils ont tous un voix à informer ce qui va venir avec l'adoption et la mise en œuvre des normes et le cadre de conformité. Et il est aussi important de renforcer les capacités des agences qui vont exécuter les normes et les différents procès inclus dans la mise en œuvre des normes. Quand tout est en ordre, on est prêt à mettre en œuvre les normes de qualité et puis après quelques ans, un temps défini, il faut aussi évaluer le succès du programme et puis affiner les éléments du programme selon les besoins. Donc, c'est vraiment un procès holistique. Le suivant. Donc, ce procès holistique est super important parce qu'une solution unique pour la mise en œuvre des normes ne convient pas forcément à tout pays ou région. Donc, le processus idéal pour l'adoption et la mise en œuvre de normes devrait d'abord comporter une évaluation et un développement d'infrastructures nationales, du marché et aussi des considérations sociopolitiques. Et ceci peut aider à garantir que les normes sont adoptées de manière à avoir un impact positif sur le marché. Mais, le suivant. Mais la réalité de comment ça se passe est souvent vraiment différent. Ce qu'on voit au lieu de ce procès idéal, c'est que les gouvernements décident d'adopter des normes sans vraiment se demander comment ils vont les appliquer, comment ils vont les mettre en œuvre. Et puis les intervenants du programme sont touchés, la mise en œuvre est retardée et l'intégrité du programme est aussi compromise. Et parce que ces gouvernements n'ont pas établi leur objectif, parce qu'ils n'ont pas vraiment développé un plan,
ils adoptent directement des normes et ils n'ont pas vraiment pensé quelles interventions sont plus appropriées pour le marché. Et puis, alors, il y a des retards pour comment ils vont assurer la conformance des produits aux normes. Et alors, c'est beaucoup plus facile que d'avoir des industries qui vont continuer d'importer des produits de pauvre qualité sur le marché. Donc, c'est pour ça que ce procès idéal, que ce procès holistique est vraiment important. Suivant. Donc, il y a quelques considérations qu'on peut faire avant la mise en œuvre des normes pour éviter de mettre l'intégrité du programme en péril. Donc, si les normes sont introduites prématurément, comme j'ai dit, ces normes peuvent engendrer des coûts supplémentaires et des perturbations du marché qui peuvent freiner la croissance du marché. Donc, pour éliminer ce risque ou pour réduire ce risque, il est important de considérer 3 choses. Un, c'est si le marché est préparé pour les normes. Il faut aussi considérer le paysage sociopolitique et il faut considérer aussi la disponibilité de données fiables et à jour pour qu'on puisse évaluer le progrès et l'impact des normes à propos d'un scénario de base. Donc, avant d'introduire ou d'adopter des normes, il y a quelques questions qu'il faut se poser sur ces 3 considérations. Et le prochain. Donc, d'abord, les questions qu'il faut se poser sur si le marché est préparé pour les normes. Il faut se demander si le marché a la maturité nécessaire pour introduire des normes de qualité. Il faut se demander si la technologie est-elle prête à être réglementée ou pour quelle intervention est la technologie prête. Et il faut aussi se demander si des réglementations pourraient créer des barrières au marché. Et on parle souvent de 5 pièces particulières. D'abord, la disponibilité, donc la technologie existe-t-elle? La sensibilisation, donc est-ce que les consommateurs sont au courant de la technologie? L'accessibilité, y a-t-il un accès facile à la technologie? L'abordabilité, si la technologie est abordable, et l'acceptation, donc si la forme, l'ajustement et la fonction de la technologie sont acceptables aux consommateurs. Et en considérant ces 5 pièces, on peut vraiment avoir un mieux idée si le marché est préparé pour adopter des normes et ça peut aussi informer quel type d'intervention seront plus appropriées pour le marché national ou régional. Prochain. Donc, le prochain considération qu'il faut se demander, c'est sur le paysage sociopolitique. Ces questions sont plutôt comme où il faut se demander si la situation sociopolitique
est prête pour certains types d'interventions pour les normes. Par exemple, est le gouvernement prêt à réglementer le marché? Est le secteur prêt pour la réglementation? Ou faut-il d'autres interventions pour y arriver à des réglementations? Et ici, il y a quelques questions ici qu'il faut se poser, comme est-ce qu'il y a un soutien politique de haut niveau qui peut assurer le succès d'un type d'intervention pour les normes, comme la réglementation. Il faut aussi se demander si on a des ressources institutionnelles, financières et humaines, si ces ressources sont suffisantes pour supporter un programme de normes. Et sinon, quelles sortes de capacités additionnelles sont nécessaires pour y arriver. Il faut aussi considérer les cadres législatifs. Donc, est-ce qu'il y a, si par exemple on veut introduire des normes volontaires ou des normes obligatoires, il faut se demander s'il y a déjà du législation qu'on peut utiliser pour mettre en œuvre ces normes, ou est-ce qu'il faut développer des nouvelles législations pour y arriver. C'est aussi important de considérer les ressources physiques. Par exemple, à le pays, l'accès à des laboratoires de tests de qualité ou des outils de surveillance. Il faut aussi voir s'il y a une forte présence de parties prenantes, par exemple les groupes de consommateurs ou le secteur industriel. Est-ce que chacun de ces parties sont bien représentés? Est-ce que chacun a une voix pour aider avec l'élaboration des politiques? Et il faut aussi considérer les interventions régionales pour voir s'il y a des possibilités d'alignement ou d'harmonisation avec les marchés et les approches voisins. Et une fois qu'on a considéré toutes ces choses sur le paysage sociopolitique, on peut avoir une meilleure image si le système est prêt pour la mise en œuvre des normes. Et finalement, prochain, suivant slide. Finalement aussi, comme j'ai dit, il faut considérer s'il y a des données fiables et actualisées. Donc, les décisions politiques et les approches ou les types d'intervention de mise en œuvre doivent vraiment être basées sur des données de marché fiables et à jour pour qu'on puisse évaluer le progrès et l'impact des normes à propos d'un scénario de base. Les types de données qui peuvent aider avec cette évaluation sont ça aide à avoir le niveau actuel de qualité ou de la performance et tendance prévue des produits. C'est important de savoir quel type de technologies sont disponibles sur le marché et aussi de comprendre les différentes caractéristiques des produits nationaux et importés pour qu'on puisse vraiment évaluer si les normes sont adéquates pour le marché, si on peut les introduire de façon volontaire ou de façon obligatoire, et puis après qu'on puisse évaluer si plus est nécessaire pour aider avec la croissance du marché. Suivant. Donc, toutes ces différentes considérations, toutes ces différentes questions vont informer quelles sont les interventions les plus appropriées pour accélérer le marché vers des produits de haute qualité.
Donc ici, vous voyez, il y a 3 étapes. Quand le marché est naissant, quand le marché est croissant et quand le marché est mature. Et chacun de ces étapes il y a des différentes interventions qui sont plus appropriées pour le statut du marché. Donc, par exemple, pour les marchés naissants, des normes peuvent être peut-être un peu plus prohibitives et donc ils peuvent les utiliser, ils peuvent utiliser les normes pour, par exemple, faire les communications et les sensibilisations de ces produits solaires hors réseau, où ils peuvent introduire des programmes de reconnaissance qui sont établis sur les normes. Et il faut toujours collecter, évaluer et partager les données des produits qui sont disponibles. Pour les marchés croissants, le marché est alors un peu plus avancé. Et alors là, on peut considérer, par exemple, introduire des normes de qualité qui sont volontaires. Peut-être on peut introduire un programme comme Lighting Global avec l'assurance qualité et la certification. À ce moment, les interventions fiscales et tarifaires peuvent aussi aider à avancer le marché. Et toujours, il faut collecter, évaluer et partager les données avec des différentes parties prenantes. Pour les marchés plus matures, on peut déjà penser comment les normes peuvent aider à vraiment accélérer le marché, comment est-ce qu'ils peuvent éliminer les produits de pauvre qualité. Et alors là, on pourrait par exemple introduire des normes de qualité obligatoires avec des réglementations, peut-être avec des étiquettes pour communiquer aux consommateurs que ces produits sont mieux que les autres. Et toujours pour aider avec l'évaluation de la mise en œuvre des normes, il faut collecter, évaluer et partager les données. OK. Il est aussi recommandé d'identifier les différents domaines de responsabilité et les différentes autorités qui dirigent ou participent au processus pour la mise en œuvre des normes, afin que tous puissent participer dans le procès de prise de décision. Donc, ce qui est vraiment utile quand on prépare un programme de normes, c'est d'identifier quels sont les domaines de responsabilité, quelles sont les autorités qui pourraient participer ou diriger ces différents procès. Et il faut alors assurer que tous sont à la table ensemble et que tous sont inclus dans en faire les décisions. Et ce tableau ici, c'est un exemple de comment on peut identifier quelles sont les autorités qui travaillent sur des différents procès ou programmes. Donc, au début, j'ai parlé du procès holistique. C'est important quand on pense à adopter les normes, quand on pense à mettre en œuvre les normes, il est aussi important d'assurer que les produits qui entrent sur le marché conforment aux normes. La conformité est essentielle au succès du programme.
Les politiques de conformité aident à préserver les économies d'énergie et des autres avantages de normes de qualité parce qu'ils garantissent que les produits répondent aux exigences. Et ce qu'on voit souvent, c'est ici dans la plupart des marchés, 20% de la population réglementée se conformera à toute réglementation. 5% vont tenter de l'éviter, mais les 75% restants seront conformes tant qu'ils pensent que les 5% seront capturés et punis. Et pour cette raison, il est vraiment important d'avoir un système de conformité pour que l'industrie comprend qu'ils ne peuvent pas importer ou mettre sur le marché des produits de pauvre qualité parce qu'il va y avoir des conséquences. Donc, alors l'objectif de tout programme de normes est de concevoir et de mettre en œuvre des normes visant à empêcher la pénétration sur le marché de produits non conformes ou de qualité médiocre. Et les normes, vraiment, ils entrent en jeu comme 3 lignes de défense contre les produits de mauvaise qualité, en commençant lorsque les produits sont conçus pour la première fois, puis lorsqu'ils sont distribués et vendus. Donc, lors de la conception des produits, il est important que les normes indiquent aux fabricants ce qu'on attend des produits solaires hors réseau qu'ils produisent. Tout fabricant réputé concevra ses produits et ses emballages conformément aux normes en vigueur s'il y a un cadre de conformité en place. Lors de l'entrée sur le marché, les normes obligatoires fournissent au gouvernement un mécanisme juridique permettant de maintenir les importations de qualité médiocre en dehors du pays. Si elles sont bien appliquées, les normes permettent aux produits conformes d'entrer librement dans le pays, tandis que les produits non conformes sont arrêtés à la frontière. Donc, c'est encore en contrôlant le marché, on peut vraiment assurer que les normes sont que les normes vont avoir un impact. Puis la dernière ligne de défense, comme j'ai dit, est lors de la distribution et de la vente. Donc les produits non conformes vont toujours arriver sur le marché, même avec un système puissant qui doit empêcher l'entrée sur le marché à la frontière. Alors, pour cette raison, il est important de contrôler les produits sur le marché et de mener une surveillance du marché pour s'assurer que les produits répondent à ces normes. Et c'est vraiment un élément crucial de tout programme. Donc, encore, c'est très, très important de considérer comment un cadre de conformance va être introduit en même temps que les décideurs politiques considèrent l'adoption des normes. Parce que sans ce cadre de conformance, c'est possible que les normes ne vont pas avoir assez d'impact. OK, prochain. Merci. Donc, je veux juste partager quelques exemples de bonnes pratiques de conformité qu'on voit dans certains pays. Le premier est la reconnaissance mutuelle des rapports d'essai de laboratoires accrédités. La raison que c'est une bonne pratique, c'est que c'est beaucoup plus rapide d'avoir un rapport de test et de pouvoir utiliser ce rapport de test pour entrer sur plusieurs marchés. C'est beaucoup plus rapide pour placer des produits sur plusieurs marchés et c'est aussi moins cher pour les gouvernements eux-mêmes de
vérifier les produits qui entrent sur le marché. Ça veut dire aussi qu'ils ne doivent pas nécessairement avoir leur laboratoire d'essais nationaux. Ils peuvent utiliser des laboratoires d'essais dans d'autres pays ou régions. Pour les produits Pico-PV et les kits de système solaire domestique, on parle ici des laboratoires accrédités pour faire des essais conformément à la norme CEI. Le deuxième bonne pratique, c'est d'utiliser les certifications reconnues internationalement, comme le programme Lighting Global, qui certifie les produits conformes aux normes de qualité que Chris a expliqué va devenir des normes du CEI. La raison pourquoi c'est bien d'utiliser ou de reconnaître un programme de certification internationale, c'est qu'il y a beaucoup d'économies de temps et d'argent pour les régulateurs. Ils peuvent vérifier si la certification des produits est authentique par simplement visiter et vérifier les produits sur le site web de Lighting Global. Donc, c'est vraiment c'est beaucoup plus facile, c'est un système beaucoup plus facile pour assurer et garantir la conformance des produits. Et puis, une autre bonne pratique de conformité, c'est d'utiliser la vérification de conformité avant exportation. Ceci, c'est une procédure d'évaluer la conformité au point d'exportation, au contraire de vérifier la conformité quand les produits entrent sur le marché aux frontières. Donc, la raison pourquoi ceci c'est une bonne pratique, c'est qu'il y a une réduction des coûts et des délais pour le régulateur national pour les produits qui entrent sur le marché. Les produits aussi peuvent entrer plus rapidement sur les marchés et ce procès, ce vérification de conformité avant exportation est utilisé en plusieurs pays. En particulier, on voit des bons cas et des cas de succès en Kenya et Éthiopie. Finalement, je voulais juste partager un peu d'informations sur le réseau mondial de laboratoires d'essais pour l'éclairage, donc pour les laboratoires qui font des méthodes d'essai pour les kits de système solaire domestique et pour les produits pico-solaires. Sous Lighting Global, il y a il y a un réseau de laboratoires qui sont tous accrédités pour tester les produits pour les normes de qualité de Lighting Global. Et ici, vous voyez un tableau avec ces laboratoires de test qui sont placés aux États-Unis, en Chine, en Kenya et en Inde et à Hong Kong. Il y a beaucoup plus d'informations sur ce réseau sur le site web de Lighting Global. Et donc, je vous recommande de visiter ce site web. Et là est aussi expliqué comment ou quelles sortes de tests sont faits pour ces normes et quels laboratoires font les différents tests. Donc, juste pour expliquer un peu, il y a 5 différents types de tests. On a la méthode de test de qualité
qui est vraiment le test complète sur les produits. Il y a une méthode de test de filtrage initial qui est une version abrégée de ce test complète. Il y a une méthode de vérification accélérée aussi et une méthode de test qui est utilisée pour le contrôle du marché ou comme un mécanisme de surveillance quand on veut vérifier si les produits qui sont déjà vendus sur le marché sont conformes aux normes ou pas. Et il y a aussi une autre test de renouvellement pour participer dans le programme de certification. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup plus d'informations sur le site web de Lighting Global, dont Chris a partagé aussi plusieurs réseaux, ressources, et je vous encourage de visiter cette site web, d'utiliser ces ressources et de nous contacter aussi si vous avez d'autres questions sur les normes ou sur la mise en place des normes. Et c'est tout que j'ai à partager. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nicole, merci. OK. Il y a des questions, effectivement. Je vais les prendre. OK. Il y a comme conseil politique, il y a Barnia de Madagascar qui nous dit que comme conseil politique, nous voulons avoir des modèles de texte, loi ou décret d'exonération de droits de douane aux appareils solaires KIDS. Et qui remercie aussi pour la présentation. Nicole, je pense que cette question est une question générale. Je peux la répondre. Alors, oui. Par rapport à les lois ou décrets d'exonération, ceci peut être un autre team de webinar sur lequel on peut regarder. Donc, Barnia, je vous remercie de la question et nous allons voir comment vous fournir ces exemples et la meilleure manière de le communiquer. Je passe à la deuxième question. C'est une question pour Chris. Chris, la question est la suivante. Est-ce que Lighting Global envisage d'atteindre le laboratoire de Kenya au test des kits SHS? Cela peut aider les entreprises africaines. Chris? Oui, bonjour, merci pour la question. En fait, actuellement, il y a un laboratoire basé à Nairobi, à l'université de Nairobi. Et à ce moment, ils testent seulement les produits PQPV. Donc, normalement, c'est des systèmes jusqu'à 10 ou 15 watts crête. On est en train de travailler avec eux pour augmenter leur capacité de tester les plus grands produits. Mais ce n'est pas prévu pour les prochains mois. Je veux dire réellement que ce laboratoire au Kenya, leur rôle dans notre réseau de laboratoires, c'est plus pour faire des tests de surveillance du marché. Ça veut dire que les tests qu'ils font au laboratoire de Nairobi ne sont pas pour évaluer des produits pour la conformité aux normes. Les labos qui sont qualifiés pour faire ça sont en Chine, à Hong Kong et aux États-Unis. Merci Chris pour cette réponse.
je pense que c'est tout en termes de questions. Nous allons continuer les présentations d'ici peu. Alors, harmonisation des normes dans la CEDAO, ça sera fait par Charles Diary de ECRI. Je suis là. Monsieur Diarra. Oui. Ok. Merci, je suis venu en cette manche que mon système n'a pas mis là-dessus l'heure de la réunion. Peu importe. Donc, moi, c'est Charles Diarra, stagiaire du programme de efficacité énergétique pour les pays de la CEDEAO. C'est un peu dans ce cadre-là que je vais parler de la normalisation au niveau de la CEDEAO. Donc, au niveau de la CEDEAO, il s'occupe de tout ce qui est normalisation, que ce soit les produits agricoles, c'est Charles, vous nous entendez? On n'arrive pas à vous entendre. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas ajuster le microphone? Il y a peut-être une zone d'interférence. Vous pouvez essayer? Charles? Alors, je pense que nous avons perdu Charles. Il faudrait peut-être, pour ne pas perdre de temps, continuer les présentations et voir si on pourrait reprendre Charles plus tard. J'aimerais vous informer que nous allons vous envoyer toutes les présentations par email. Et donc, cela vous permettra de voir celles qu'on a pu ou pas pu voir, et également envoyer des questions. Charles? Oui, vous m'entendez? Ok, parfait. Oui, c'est beaucoup mieux. Ok. Allez-y. Merci, désolé. Ok, donc pour l'importance de la normalisation au niveau de la CEDEAO, ça va permettre à la CEDEAO l'intégration sous-régionale. L'intégration sous-régionale, on en parlera de ça, on en parlera aussi des étapes vers l'adoption des normes, le modèle d'harmonisation au niveau de la CEDEAO, la spécificité des normes au niveau de la CEDEAO, ainsi que les premières activités que nous avons déjà faites. Vous pouvez avancer. La prochaine page, la page suivante. Alors? Next slide. Donc, au niveau de la CEDEAO, pour parler de la normalisation, attends, je ne vais pas là, je ne sais pas comment ça. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Charles, mais de très très loin. On ne vous entend pas très bien non plus. Vous pouvez réessayer de... Oui. Alors, ce n'est pas mieux non plus. Désolé parce que là, j'ai changé de position, j'ai changé de connexion, je ne sais pas. Vous m'entendez toujours pas, hein? Vous m'entendez toujours pas? Ça va un peu? Allô? Un petit peu. Ça va? Oui, vous pouvez continuer. Ah, c'est vraiment dommage que... Je ne sais pas ce que je vais être mieux là. Est-ce que je suis un instant?
Charles, on ne vous entend pas bien. Je pense que pour gagner du temps, on va essayer de... Il faut peut-être passer à... Ça passe toujours pas chez moi. Oui, non, je pense que le problème reste pareil. Peut-être qu'il faut passer à une autre personne, puisque ça va toujours pas chez moi. Merci Charles, merci d'avoir préparé cette présentation et on va passer à la prochaine personne. Parfait. Donc, la prochaine personne est bien moi, Namouri Doumbia. Je vais vous présenter le rôle de la sensibilisation des consommateurs et des systèmes d'approvisionnement du gouvernement. Avant de commencer, je tiens à faire une petite présentation de moi. Je suis basé à Dakar depuis 2013. Alors, depuis ma première visite au Sénégal, j'ai travaillé dans le développement du commerce international. J'ai passé 3 ans avant ça dans une société FTSE 30, dans FMCG, donc consommation rapide, en vente et marketing, avant de décider de m'implanter en Afrique subsaharienne. Depuis lors, j'ai eu à lancer une application locale de la gestion relationnelle qui a suscité l'intérêt des leaders du secteur. Avant de rejoindre Gogla en avril 2019, j'ai occupé divers rôles de représentation au sein de la région ouest-africaine, avec l'objectif personnel d'aider les entreprises à devenir durables et à contribuer au développement économique. Donc, nous allons regarder un peu les 2 types de marchés, marché naissant et marché mature. Je tiens à commencer avec les marchés naissants. Donc, les marchés naissants ont une faible sensibilisation à l'avantage lumière vive, coût énergétique réduit, les marques, la garantie, l'option de paiement flexible, PayGo, ou acheter des produits de qualité. Dans les marchés naissants, on se rend compte qu'il y a souvent cette expression que le solaire ne fonctionne pas. En basculant vers les marchés matures, il y a une forte connaissance de la gamme de produits, de la garantie, des options de paiement et des détaillants également dans la chaîne. Il y a aussi une forte reconnaissance dans la marque, donc les marques qui ont su gagner de la confiance et ceux qui ont moins de confiance. Et ces marques-là, avec la confiance, vient également le client à vie. Dans les marchés matures, il y a la durabilité, la principale raison pour laquelle les consommateurs achètent des produits. Le second étant l'affordabilité du produit. Next slide. OK. Facteur clé de succès. Les entreprises doivent être prêtes et capables de répondre à la demande des consommateurs. La coordination et la planification restent clés. Le timing est clé. Activer le marché lorsque le consommateur a de l'argent reste important. Par exemple, en fonction de la saisonnalité de l'économie. Donc, quand on va dans les marchés où les consommateurs sont dans la plupart des agriculteurs, et donc ça reste aux entreprises de faire en fonction que le retour des paiements passe par saison. Consumer awareness et les différents channels de communication. Alors, il y a la radio, donc la publicité, les talk shows.
Il y a tout ce qui est TV, les publicités, placement de produits et dans les spectacles. Il y a médias, donc la relation publique, rédaction, couverture médiatique. Il y a ce qu'on appelle out of home, donc les affiches, les toiles de fond, les autocollants pare-chocs, le marquage à travers les bus, hein, et également les enseignes de banlieue, tableaux, affichage et même les t-shirts. Person to person, et là c'est de bouche à l'oreille, qu'on on aime bien dire, et également les roadshows qui fonctionnent très bien. Social marketing and advocacy, donc impliquer les décideurs et les influenceurs dans les réseaux sociaux, les chefs coutumiers et religieux, les directeurs et les agents de santé. Next slide. L'investissement du secteur public dans la sensibilisation des consommateurs peut être un bon moyen de relancer le marché. L'activation de canaux par le biais d'institutions gouvernementales s'est également relevée efficace. Cependant, les entreprises sont les moins placées pour informer les consommateurs de leurs produits. La publicité fait partie du paysage concurrentiel à long terme, mais on se rend compte que le bouche à l'oreille reste le plus efficace. La coopération et la coordination entre les partenaires de développement public-privé sont essentielles pour une campagne efficace de sensibilisation des consommateurs. Promotion, qualité et comment parler de qualité aux clients. Le plus gros défi, c'est que Lighting Global n'est pas une étiquette destinée aux consommateurs. Les étiquettes de normes nationales peuvent être utilisées pour aider les consommateurs à identifier la qualité, bien que les marques ne fassent pas l'objet d'une confiance et qu'elles soient difficiles à appliquer contre la contrefaçon. Les solutions. Promouvoir les marques proposant des produits de qualité et vérifier au niveau du détail qui peut vendre des produits dont la qualité est vérifiée. Deuxièmement, c'est informer les consommateurs de rechercher des garanties. Troisième, pousser le bon, c'est-à-dire pousser les bons produits en avant et tasser les mauvais. Éviter de faire peur et de faire peur aux consommateurs avec le message suivant: n'achetez pas de produits de mauvaise qualité qui ne fonctionnent pas. Et quatrièmement, éduquer les importateurs et les distributeurs de la qualité Lighting Global. Des exigences, des normes nationales pertinentes, des procédures d'importation avant leur mise en application. Ce sont les solutions que nous proposons. Voilà, donc c'est pour vous voir si vous avez des questions. Il me semble qu'on a une question. Qu'est-ce que vous appelez population réglementée? Alors, la population réglementée reste ce qu'on appelle les règles, les lois. Donc, c'est-à-dire, on demande au gouvernement d'adapter les standards comme Lighting Global. C'est comme car on a pu avoir dans les présentations présentes, notamment chez Christopher, c'est que tous les produits ont des réglementations et c'est ce qui permet la bonne consommation du produit. Et donc, c'est cette réglementation-là qu'on souhaite mettre en avant. Je pense que c'est la seule question que nous avons. Nous devrons peut-être clôturer et je veux prendre quelques instants à inviter également ceux qui ont fait la présentation à peut-être revoir des questions par hasard.
Non. OK. OK. Voici les prochaines étapes. Nous vous ferons parvenir par courrier électronique l'enregistrement du webinaire et le matériel associé. Le prochain webinaire de cette série est utilisé Path to Integrated Electrification, organisé par C4R. Donc, la séance en anglais sera le mardi 17 septembre à 13h CET et en français le mercredi 18 septembre à 13h CET. C'est la même configuration qu'on a eue. Je vous prie de bien vouloir prendre un moment pour répondre aux questions du sondage à droite de votre écran et je vous remercie. Je vous remercie et on vous remercie pour votre participation et je vous encourage à envoyer plus de questions et surtout à nous donner de votre avis sur ce webinaire. Merci et bonne fin d'après-midi.